L'histoire commence dans les bureaux de Renault Sport à Viry-Châtillon, en banlieue parisienne, au milieu des années 1970. Une équipe d'ingénieurs français, menée par Bernard Dudot, se pose une question. Et si on adaptait la technologie du turbocompresseur déjà utilisée dans les moteurs diesel de camions aux moteurs de course? Le principe du turbo fascine par son élégance mécanique. Utiliser l'énergie des gaz d'échappement pour comprimer l'air admis dans le moteur, augmentant ainsi drastiquement la puissance sans accroître la cylindrée. Sur le papier, c'est génial. Dans la réalité, c'est un cauchemar d'ingénierie. Le 16 juillet 1977, une Renault RC01 jaune et blanche s'aligne sur la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Sous son capot arrière, un V6 de 1,5 litres équipé d'un turbocompresseur. Jean-Pierre Jabouille, pilote français au courage tranquille, sait qu'il pilote une bombe à retardement. Les premiers tours sont prometteurs. La Renault accélère avec une violence inédite, dépassant les Ferrari et les Lotus dans les lignes droites. Puis, au 17e tour, le moteur explose dans un nuage de fumée blanche. Les sceptiques jubilent. Le turbo n'a pas sa place en Formule 1. Mais Renault persévère. Course après course, explosion après explosion, les ingénieurs accumulent les données, affinent les réglages, renforcent les pièces. Le turbo-lag, ce délai frustrant entre l'accélération et la réponse du moteur, reste un problème majeur. Les pilotes doivent apprendre à anticiper, à deviner quand la puissance va arriver. Le 1er juillet 1979, au circuit de Dijon-Prenois, Jean-Pierre Jabouille inscrit Renault dans l'histoire. Il remporte le Grand Prix de France, première victoire d'un moteur turbo en Formule 1. La France exulte, le pari fou devient réalité crédible. Derrière cette victoire se cache une réalité technique stupéfiante. Le moteur Renault développe désormais près de 520 chevaux, contre 480 dans les meilleurs moteurs atmosphériques. Et ce n'est que le début. Face au succès de Renault, les autres constructeurs comprennent qu'ils n'ont plus le choix. Ferrari développe son propre moteur V6 turbo. BMW s'engage avec un 4 cylindrées brutal. Honda revient en Formule 1 avec une technologie turbo sophistiquée. TAG s'associe à Porsche pour créer un moteur destiné à McLaren. La course à la puissance devient folle, obsessionnelle. En 1986, les moteurs BMW atteignent 1400 chevaux en configuration qualification. Une puissance proprement hallucinante pour des blocs de 1,5 litres. Les pilotes décrivent des sensations sidérantes. Accélération comparable à celle d'avions de chasse, violence mécanique qui broie les corps. Mais cette puissance a un prix. La fiabilité reste aléatoire. Les moteurs explosent régulièrement. La consommation d'essence devient un casse-tête stratégique majeur. Avec seulement 220 litres autorisés par course, les pilotes doivent constamment gérer leur carburant, levant le pied dans les derniers tours pour atteindre le drapeau à damier. Le turbo impose une autre évolution, l'électronique. Pour gérer la pression de suralimentation, optimiser l'injection, contrôler l'allumage, des calculateurs embarqués deviennent indispensables. McLaren développe des systèmes de plus en plus sophistiqués. Bientôt apparaissent les suspensions actives, capables d'ajuster en temps réel la hauteur des caisses. Puis l'antipatinage, le contrôle de lancement, l'aide au changement de vitesse. Les voitures deviennent des ordinateurs roulants. La télémétrie transforme le métier d'ingénieur de course. Désormais, chaque donnée est transmise en temps réel au stand. Température des freins, pression des turbos, consommation instantanée. Les stratégies se complexifient, deviennent des équations mathématiques. Certains puristes s'insurgent, mais le train est lancé, impossible à arrêter. Deux équipes dominent cette décennie, McLaren et Williams. McLaren, sous la direction de Ron Dennis, devient une organisation d'une précision chirurgicale. Dennis, ancien mécanicien devenu patron visionnaire, impose une culture d'excellence obsessionnelle. Les ateliers de Woking, nouvelle base de l'équipe, ressemblent davantage à un laboratoire spatial qu'à un atelier de mécanique traditionnel. Tout est blanc, immaculé, ordonné. Le designer John Barnard y conçoit des innovations révolutionnaires. Monocoque en fibre de carbone, boîte de vitesse semi-automatique à palette au volant, chaque détail compte, chaque gramme est optimisé. Entre le moteur Tiger Porsche puis Honda, McLaren remporte 7 titres constructeurs entre 1984 et 1991. Une domination écrasante. Williams, fondé par Frank Williams, incarne une autre philosophie. Williams, tétraplégique depuis un accident de voiture en 1986, dirige son équipe depuis un fauteuil roulant avec une détermination qui force le respect. Son ingénieur en chef conçoit des voitures rapides, parfois fragiles, toujours innovantes. L'association avec Honda puis Renault promet à Williams de briller. Entre 1986 et 1997, l'équipe remporte 9 titres constructeurs. Mais au-delà des machines, ce sont deux hommes qui marqueront cette décennie à jamais. Leur rivalité transcende le sport, devient mythe, presque religion. Alain Prost arrive en Formule 1 en 1980.
Le Français, fils d'un tapissier de Saint-Chamond, a gravi tous les échelons du sport automobile avec méthode et intelligence. Surnommé le professeur, Prost incarne le pilotage cérébral. Il ne cherche pas à être le plus rapide sur un tour, mais le plus efficace sur une course entière. Sa technique est raffinée, économe. Il ménage ses pneus, gère son carburant, attend le bon moment pour attaquer. Ses dépassements sont calculés, jamais risqués inutilement. Cette approche lui vaut parfois des critiques. Certains le jugent froid, calculateur, sans panache. Pourtant, les résultats parlent. Champion du monde, 85, 86, 89, 93. 51 victoires en Grand Prix, un palmarès exceptionnel. Ayrton Senna débarque en 1984, comme une tornade brésilienne. Né à Sao Paulo dans une famille aisée, Senna aurait pu vivre une existence confortable. Mais une flamme intérieure le consume, devenir le meilleur pilote de l'histoire. Dès ses débuts en Formule 1, Senna stupéfait. Au Grand Prix de Monaco 1984, sous une pluie battante, il remonte le peloton au volant de sa modeste Toleman. Il rattrape Prost, leader de la course, à une vitesse hallucinante. Le directeur de course arrête la course prématurément, privant Senna d'une victoire presque acquise. Mais le message est passé, un phénomène est né. Le pilotage de Senna défie les lois physiques. Sous la pluie, il semble transcendé, capable de trajectoires impossibles. Sa connexion avec la machine relève du mystique. Profondément religieux, Senna déclare souvent sentir une force supérieure le guider. Mais cette quête de perfection a un prix. Senna pousse tout et tout le monde à la limite. Ses coéquipiers souffrent de ses exigences. Ses ingénieurs travaillent jour et nuit pour satisfaire ses demandes techniques infinies. En 1988, McLaren accomplit l'impensable, réunir Prost et Senna dans la même équipe. La McLaren Honda MP4 est une perfection technique. Elle remporte 15 des 16 courses de la saison. Mais cette domination masque une guerre intense terrible. Prost et Senna se détestent. Leur philosophie s'oppose diamétralement. Prost privilégie la régularité, Senna cherche la victoire à chaque course. Les tensions éclatent dès les premières courses. Au Portugal, Senna repousse Prost dans les stands lors d'un dépassement agressif. À Estoril, les deux hommes se frôlent à 300 km/h. Ron Dennis, le patron de McLaren, tente de calmer les esprits en vain. Senna remporte le titre, mais la relation avec Prost est irrémédiablement brisée. Le 22 octobre 1989, le championnat se joue au Japon sur le circuit de Suzuka. Prost mène de 16 points. Senna doit gagner pour rester en course. Au 46e tour, Senna tente un dépassement désespéré dans la chicane. Prost ferme la porte. Les deux McLaren se percutent et s'immobilisent. Prost sort de sa voiture, convaincu que tout est fini. Senna, lui, demande au commissaire de le pousser. Il repart, change son aileron dans les stands et remporte la course. Mais la direction de course le disqualifie. En coupant la chicane après l'accident, Senna a enfreint le règlement. Prost devient champion. Senna hurle au complot, accusant la Fédération française de favoriser le français. La guerre est déclarée. Un an plus tard, même lieu, même enjeu. Mais cette fois, les rôles sont inversés. Prost a rejoint Ferrari, Senna est resté chez McLaren. Le Brésilien mène le championnat de 9 points. Lors de la réunion des pilotes, Senna demande que la pole position soit déplacée du côté propre de la piste. Refus de la fédération. Senna comprend qu'en cas de bon départ de Prost, le Français aura l'avantage dès le premier virage. Le dimanche, Senna part mal. Prost prend la tête. Dans le premier virage, à plus de 250 km/h, Senna ne freine pas. Il percute délibérément la Ferrari. Les deux voitures terminent dans le bac à gravier. Senna devient champion. Plus tard, il avouera « J'ai décidé que s'il ne fermait la porte, nous sortirons tous les deux. Je ne pouvais pas laisser ce qui s'est passé l'année dernière impuni. » Cette déclaration choque le monde du sport. La fin justifie-t-elle les moyens? Le talent excuse-t-il la violence? Les débats font rage. Malgré les progrès techniques, les années 1980 restent dangereuses. Plusieurs pilotes payent le prix ultime. Gilles Villeneuve, le Canadien passionné, se tue lors des qualifications à Zolder en 82. Riccardo Pelti meurt au départ du Grand Prix du Canada la même année. Elio De Angelis périt lors des essais au Paul Ricard en 86. Ces drames rappellent que sous le vernis technologique, la Formule 1 reste un sport mortel. Mais l'insouciance ou l'inconscience dominent encore. Les pilotes acceptent le risque comme partie intégrante de leur métier. 1989 marque le retour aux moteurs atmosphériques. Une page se tourne. Les moteurs V10 et V12 rugissent à nouveau, atteignant des régimes de 15 000 tours minute, puis 18 000, puis 20 000. Senna domine entre 91 et 93, remportant 3 titres supplémentaires. Prost prend sa retraite fin 93, auréolé de 4 couronnes mondiales. Leur duel épique, qui a fasciné le monde entier, s'achève. Mais un drame se prépare qui bouleversera à jamais la Formule 1.